prime jeunesse, avec une forme de mélancolie quand même. Bonsoir à tous. Ce soir, je vous emmène derrière les projecteurs, là où les paillettes ne suffisent plus à cacher les rancunes. Claude François, né en 1939 à Ismaïlia, fut l'un des chanteurs les plus aimés de sa génération. Mais derrière ses refrains entraînants et ses claudettes parfaitement synchronisées, l'homme cultivait une liste de noms qu'il ne pouvait plus supporter. À 38 ans, au sommet de sa gloire avec Alexandrie Alexandra, il aurait confié à son entourage les 5 personnes qu'il détestait le plus. Des artistes, des rivaux, parfois même des amours passés devenus blessures ouvertes. On y retrouve Johnny Hallyday, éternel rival sur les ventes de disques, Michel Sardou avec qui les pics médiatiques fusaient, Sylvie Vartan et France Gaulle, ancienne muse au goût amer de trahison, et Patrick Juvet, ce jeune chanteur disco qu'il jalousait. Ces noms n'étaient pas choisis au hasard. Chacun raconte une bataille d'ego, une guerre d'influence, une passion destructrice. À travers cette confession, on entrevoit un Claude François obsédé par la perfection, prêt à tout pour rester en haut de l'affiche, même à se forger des ennemis. Restez avec moi car derrière chaque nom se cache une histoire que peu osent encore raconter. Pour comprendre comment un artiste adulé comme Claude François a pu se forger une telle liste d'ennemis, il faut revenir aux racines d'un enfant né loin des studios et des projecteurs. Claude François voit le jour en 1939, à Ismaïlia, au bord du canal de Suez, dans une famille respectable. Son père, fonctionnaire dans la compagnie du canal, incarne l'autorité, le prestige colonial, une figure qu'il admire et craint à la fois. Mais la nationalisation du canal par Nasser balaie ce monde en un éclair. Les François, arrachés à leur confort, débarquent en France comme des déracinés, sans fortune ni statut. Claude, adolescent, découvre la précarité et l'humiliation sociale. Pour lui, chaque note chantée sera un coup porté contre ce passé qu'il refuse de porter comme une honte. Arrivé à Paris, rien n'est facile. Il tente sa chance dans les cabarets, les bals populaires, tapant sur des tambours, remplaçant des batteurs absents, mendiant des cachets dérisoires. Puis vient l'éclair de génie, reprendre la pop anglo-saxonne et la réinventer pour la jeunesse française. Belle, belle, belle le projette instantanément en haut des hit-parades. À partir de là, Claude François devient Clo-Clo, la bête de scène qui fait trembler les planches. Mais ce succès fulgurant nourrit une fin nouvelle, celle de contrôler chaque détail de son empire musical. Rien ne lui échappe, costumes assortis, pas de danse millimétrée, décors grandioses. Les Claudettes, ces danseuses glamour, répètent sans relâche sous son regard exigeant. Chaque erreur est corrigée, chaque faux pas devient une trahison à ses yeux. Cette obsession du contrôle, Claude la porte aussi dans ses rapports humains. Ses collaborateurs vivent sous tension. Il les appelle à toute heure, exige la loyauté absolue, n'admet aucune contradiction. Certains le respectent, d'autres le fuient, mais tous redoutent ses colères. Dans sa vie privée, Clo-Clo devient jaloux, parfois maladivement possessif. Les femmes qui croisent sa route comme France Gall ou Sylvie Vartan découvrent vite qu'aimer Claude François, c'est aussi accepter ses excès de passion, ses crises de jalousie, sa peur panique d'être abandonné. Ces histoires d'amour ressemblent d'assez chaud, grandioses mais imprévisibles, toujours sur le fil. À mesure qu'il accumule des tubes, cette année-là, Alexandrie Alexandra, il accumule aussi des rivalités. Johnny Hallyday, autre idole nationale, est vu comme un frère ennemi. Les classements de vente deviennent une guerre de territoire. Michel Sardou, la plume acerbe, ne se prive pas de lancer des pics en pleine émission. Patrick Juvet, plus jeune, plus disco, incarne une concurrence que Clo-Clo supporte mal. Chaque succès d'autrui lui rappelle qu'il n'est jamais à l'abri de la chute. Sa paranoïa se nourrit de ce climat. Il scrute les journaux, guette la moindre rumeur, s'imagine trahi par ceux qui l'ont applaudi la veille. Dans les couloirs feutrés de l'industrie musicale française des années 60 et 70, la rivalité n'était pas toujours tapageuse. Souvent, elle se glissait dans un sourire de façade, un compliment perfide, un classement de vente qui changeait la donne. Pour Claude François, tout commença avec un nom, Johnny Hallyday. Au départ, les deux jeunes stars surfent la vague du yéyé. Leurs fans se confondent, leurs tubes tournent en boucle sur les mêmes ondes. Mais très vite, l'amitié de façade laisse place à une guerre d'ego silencieuse. Qui vendra le plus de disques? Qui remplira les salles le plus vite? Chaque gala devient un champ de bataille inavoué. Clo-Clo, perfectionniste, ne supporte pas de voir Johnny rafler les unes avec son aura de bad boy du rock.
Johnny, lui, rit sous cape de voir Claude soigner son image au millimètre. Les deux se croisent lors de galas, échangent des plaisanteries tendues, posent ensemble pour calmer la presse. Mais chacun sait que l'autre rêve de le détrôner. Et puis il y a Patrick Juvet, le jeune loup venu bousculer la génération yéyé avec ses mélodies disco. Au milieu des années 70, Juvet se fait un nom avec Où sont les femmes. Pour Clo-Clo, le disco est un terrain qu'il s'est lui-même approprié avec ses tubes rythmés et ses claudettes scintillantes. Voir ce garçon, plus jeune, plus androgyne, séduire le public féminin énerve Claude au plus haut point. Dans les couloirs de sa maison de disques, il confie à un proche « Je ne le laisserai pas prendre ma place ». Pourtant, la concurrence reste polie, presque sourde. Les pics se glissent dans quelques interviews, mais jamais de confrontation directe. Chacun joue le jeu de l'idole populaire. Chacun connaît les règles non écrites. À la télé, le sourire est de mise. Les rivalités restent sous la table. Un autre nom s'invite dans cette liste, Michel Sardou. Au début, les deux artistes partagent une admiration mutuelle. Sardou, auteur à succès, admire la rigueur scénique de Clo-Clo. Clo-Clo respecte la plume acérée du jeune chanteur. Mais cette entente se fissure quand Sardou, connu pour ses prises de position tranchées, se permet quelques moqueries sur le côté produit marketing du roi du yéyé. Claude, obsédé par son image, vit ses sarcasmes comme une insulte personnelle. Dès lors, la méfiance s'installe, même si les deux continuent à se croiser dans les studios et les plateaux télé, toujours le sourire crispé aux lèvres. Ces rivalités feutrées nourrissent la paranoïa de Claude François. Il feuillette les classements, épluche les chiffres de vente, note chaque passage radio de ses adversaires. Pour lui, un succès de Johnny ou de Juvet n'est pas une victoire de la chanson française, mais une menace directe pour son trône. Cette obsession le ronge. Il multiplie les répétitions, réinvente ses spectacles, se surmenait pour rester numéro 1. Dans le secret de ses confidences, il admet à demi-mot que ces noms lui sont insupportables, non pas parce qu'ils l'ont trahi frontalement, mais parce qu'ils rappellent qu'aucun roi ne garde sa couronne sans livrer bataille. Derrière les paillettes, le roi Clo-Clo scrute l'horizon, prêt à contrer la moindre ombre. Ses ennemis, parfois, ne savent même pas qu'ils en sont. Si les rivalités avec Johnny Hallyday, Patrick Juvet ou Michel Sardou pouvaient encore se masquer derrière un sourire ou une poignée de main sur un plateau télé, certaines blessures de Claude François ne supportaient plus aucun vernis. Dans la liste de ses 5 plus grands ennemis, les noms de Sylvie Vartan et France Gall cristallisent un drame intime, bien plus toxique que n'importe quelle guerre de chiffres. Avec Sylvie Vartan, tout avait pourtant commencé dans une lumière dorée. 2 idoles du yéyé, 2 regards qui se croisent lors d'une émission de variété, et aussitôt, le public rêve d'un couple parfait. Mais Clo-Clo n'a jamais su aimer à moitié. Rapidement, sa jalousie maladive étouffe Sylvie, déjà fragilisée par sa propre carrière et la pression médiatique. Leurs disputes deviennent si violentes qu'elles finissent par alimenter les rumeurs dans la presse asconale. Sylvie Vartan, de nature discrète, avoue plus tard à demi-mot qu'elle n'a jamais pu respirer aux côtés de cet homme trop possessif, trop soupçonneux, qui voyait dans chaque regard un risque de trahison. Puis vient France Gall, muse adorée transformée en prisonnière d'un rêve trop grand pour elle. Lorsqu'elle rencontre Claude François, elle n'est encore qu'une jeune chanteuse prometteuse, presque ingénue. Clo-Clo, déjà au sommet, la prend sous son aile, la modèle, la propulse sur le devant de la scène. Le public est fasciné. Le couple incarne l'amour-pape, insouciant, moderne. Mais derrière les sourires figés en couverture de Salut les copains, la réalité est plus sombre. Claude François contrôle tout. Les chansons, les contrats, les interviews et la vie privée de France Gall. Il l'empêche de voir certains amis, la rappelle sans cesse pour vérifier ses allées et venues. Lorsqu'elle tente d'exister par elle-même, la rupture devient inévitable, brutale. Les mots qu'ils s'échangent se transforment en flèches empoisonnées, reprises avidement par les magazines à sensation. France Gall, blessée, parlera plus tard d'un amour suffocant. Pour Clo-Clo, cette séparation est vécue comme une trahison, une blessure d'orgueil qu'il n'oubliera jamais. À ses yeux, France rejoint la liste de ceux qui l'ont abandonné. Et puis, il y a Michel Sardou, qui passe de la rivalité feutrée au duel ouvert. Les pics que Sardou glisse dans ses interviews finissent par éclater au grand jour. Un soir, lors d'un gala, Claude François aurait refusé de partager l'affiche avec lui, estimant que Sardou se moquait de lui dans une chanson à double sens. Les deux hommes échangent des propos amers par presse interposée, transformant une simple jalousie artistique en querelle publique.
Pour Clo-Clo, Sardou n'est plus un simple concurrent. Il incarne l'insolence, l'ironie, l'humiliation qu'il craint par-dessus tout. Ces conflits ouverts creusent encore plus la solitude de Claude François. Plus il attaque, plus il s'isole. Autour de lui, on murmure qu'il devient ingérable, obsédé par la peur de perdre sa place. Mais pour lui, garder ses ennemis en ligne de mire, c'est se sentir vivant. Dans ses rapports de force, il trouve une raison de monter sur scène, de danser encore plus vite, de chanter encore plus fort. Car la pire des trahisons, pour lui, serait le silence. Tant qu'on le déteste ou qu'on le craint, Claude François est sûr d'exister. On raconte qu'au fond de ces nuits blanches, derrière les murs insonorisés de sa villa de Dandemois, Claude François laissait parfois tomber le masque. Entre deux répétitions interminables ou une tournée qui l'épuisait, il lui arrivait de se confier à un ami proche, un musicien de l'ombre qui a tout vu, tout entendu. Un soir, après un concert triomphal à l'Olympia, Clo-Clo aurait lâché, un verre de whisky à la main. « Tu sais, ces cinq-là, je les déteste parce que je les ai laissés me blesser. » Pour la première fois, le roi du yéyé avouait que cette liste n'était pas qu'un règlement de compte. C'était surtout le miroir de ses propres failles. Pendant des années, Claude François a cherché dans les autres l'assurance qu'il n'avait jamais reçue de son père. Ce père qu'il admirait tant et qui n'a pas su le protéger du chaos familial. Chaque succès de Johnny Hallyday lui rappelait qu'il n'était pas unique. Chaque chanson disco de Patrick Juvet réveillait sa peur de vieillir avant l'heure. Chaque mot ironique de Michel Sardou le renvoyait à ses doutes d'autodidacte, persuadé qu'on se moquait de lui derrière son dos. Et que dire de Sylvie Vartan ou de France Gall, ces femmes qu'il a tant aimées et qu'il a pourtant poussées à fuir. Il ne leur pardonnait pas de l'avoir abandonné, mais au fond, il savait qu'il avait rendu cet abandon inévitable. Ce soir-là, face à son confident, Clo-Clo se montre nu, sans strass ni projecteur. Il reconnaît qu'il n'a jamais su protéger ceux qu'il aimait, trop occupé à protéger son image. Il admet même qu'il aurait pu s'excuser, peut-être sauver quelque chose, mais qu'il en était incapable. Mieux vaut être détesté que d'être oublié, aurait-il murmuré avant de s'enfoncer dans le silence. Pour lui, la haine était encore une preuve qu'on parlait de lui, qu'il comptait. Elle entretenait la flamme qu'il craignait de voir s'éteindre. Sa paranoïa était son moteur, ses rancunes son carburant. Certains de ses proches ont tenté de lui ouvrir les yeux, de le convaincre de lâcher prise. Mais l'enfant d'Ismaïlia, privé de racines, avait trop peur qu'on lui arrache ce qu'il avait bâti de ses mains. Sa maison de disques, ses Claudettes, ses tubes, tout cela n'avait de sens qu'en condition de rester au sommet, d'être regardé, applaudi, jalousé. La solitude, il la connaissait déjà trop bien pour l'accepter une seconde fois. Et si derrière cette liste de 5 noms se cachait simplement le plus grand aveu de Claude François, celui d'un homme qui n'a jamais su aimer sans se détruire. Alors, dites-moi, que reste-t-il de Claude François aujourd'hui, derrière ces refrains qui font encore danser des générations entières? On fredonne Alexandrie, Alexandra, sans imaginer les nuits d'angoisse qui l'ont vu naître. On sourit au pas de danse des Claudettes, sans penser à la solitude de leur créateur. Sa liste de 5 ennemis n'est pas seulement une collection de noms, mais le reflet cru d'un homme qui a tout donné pour ne jamais redevenir invisible. Peut-être que, pour Clo-Clo, détester était une manière de garder ses blessures à vif, de se rappeler qu'il vivait encore. Et nous, qu'aurions-nous fait à sa place? Aurions-nous pardonné à ceux qui nous ont trahis? Aurions-nous accepté de perdre un peu de lumière pour sauver nos amours, nos amitiés? La gloire vaut-elle vraiment la peine d'être payée par la haine et l'isolement? Aujourd'hui, il ne nous reste que ces chansons et cette question lancinante. Derrière chaque star flamboyante, combien de blessures se cachent, prêtes à exploser? Pensez-y la prochaine fois que vous entendrez sa voix s'élever dans la nuit.